quand le racisme en tant que tel est en fait entretenu par la manière dont une société est organisée, je pense qu'on peut parler de racisme systémique. Donc, quand il y a des institutions qui, d'une façon ou d'une autre, discriminent, et puis on voit que c'est vraiment cette institution fonctionne de cette manière, ben, je pense qu'à ce moment-là, ça rejoint une autre échelle, ça quitte un peu le côté interpersonnel ou en différents groupes pour vraiment s'établir au niveau d'une société. Donc, ce serait comme peut-être une définition supplémentaire et simpliste, là. J'aimerais vous lire Dany Laferrière qui avait écrit dans Le Devoir le 10 juin dernier. Pour lui, il compare le racisme à un virus. Et il dit ceci, il dit « On sait aujourd'hui que le virus a atteint presque tout le monde après quatre siècles et que la plupart des porteurs sont sains. C'est-à-dire qu'ils l'ont, mais n'en souffrent pas. Le pire, c'est qu'ils peuvent le transmettre. » Fin de la citation, donc. Comment ce virus, pour prendre le même terme que Dany, se manifeste-t-il? Et les conséquences de ce virus dans le monde et aussi dans l'Église? Bon, c'est ce que nous voulons aussi considérer et voir comment que ça se manifeste et comment et les conséquences de ce virus dans notre société au Québec et aussi dans nos églises au Québec. Ce que je voulais rajouter un peu avec ce que Philippe avait dit un peu sur le racisme systémique, ma compréhension des choses, c'est que les systèmes qu'on a établis ne fonctionnent pas seuls. Ça fonctionne avec des personnes. Et ma compréhension aussi de l'humanité, c'est qu'on est foncièrement pécheurs et quand ça a à faire avec le racisme, aussi une collectivité de personnes agissent d'une certaine façon, une certaine culture fait partie même d'un système qui pourrait, sur papier, être neutre, right? Peut définitivement devenir systémique quand ça a à faire avec la population. Comment que le virus du racisme se manifeste? Donne-moi quelques minutes. J'essaie juste d'y penser. Peut-être Yannick? Comment ça se manifeste? Et là là. Je suis peut-être le moins bien placé pour en parler, parce qu'au Québec, j'ai pas personnellement eu le sentiment de vivre de la discrimination due à mes origines. Si j'en ai vécu, c'est peut-être dans certaines interactions avec d'autres personnes ailleurs au Canada, mais au Québec, pas vraiment. Je pense que ça se manifeste. Ça se manifeste dans les endroits au moins où moi je suis témoin. Ça se manifeste dans la familiarité où le fond de la pensée d'un individu va sortir à travers des blagues qui vont vraiment être méprisantes. Puis je suis pas, moi je suis un gars qui aime énormément taquiner, puis je suis vraiment pas susceptible, donc je peux même bien vivre avec deux copains qui seront d'origine ethnique différente, puis qui vont se taquiner sur leur origine ethnique, là où c'est dans un contexte d'amitié. J'ai pas de problème avec ça, mais je parle de blagues qui sont vraiment, dans le fond, l'expression du fond de la pensée d'un individu. Je pense que ça se manifeste là. Je pense que ça se manifeste aussi lorsqu'on décide de catégoriser un individu. Par exemple, un classique au Québec, bien, si ton prénom a une consonance trop arabe ou, pardonnez-moi de le dire, les gars, trop haïtienne, ça peut vraiment nuire à ta recherche d'emploi. Je le sais, j'en suis convaincu, je l'ai trop entendu. T'es peut-être mieux de ne pas t'appeler Mamadou si tu cherches un emploi et que tu ne peux pas te présenter en personne. Ça pourrait définitivement nuire. Ou Rachid, ça peut définitivement nuire à ton embauche. C'est pathétique, mais je sais que c'est là, c'est réel. Et ma foi, changer ça dans une culture, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, est-ce qu'on qualifierait ça de systémique? Je ne sais pas.
Peut-être si dans une institution, dans une entreprise, il y a une ligne qui est donnée de dire fais attention avec tel prénom, avec telle consonance, là, ça serait évidemment un racisme systémique dans l'institution elle-même, mais je pense que ça fait partie de la culture. Mm-hmm. Merci, Yannick, tu m'as aidé dans mes pensées. Je pense accès au logement. Alors, sur papier, tout le monde a accès au logement. Mais plusieurs personnes que je connais, à cause de certains noms qu'ils ont, sont refusés rapidement pour plusieurs raisons qui ne sont pas nécessairement juste économiques. Alors, il y a même certaines personnes, pour aller trouver un logement pour une sœur dans l'église, ils se sont mis ensemble pour aller voir les logements et les réactions étaient différentes. Alors, on peut voir que ces choses-là se manifestent comme ça. D'autres façons que ça se manifeste, c'est des fois, c'est... Moi, je me rappelle la façon que mes parents m'ont élevé. Ils m'ont élevé d'une certaine façon, de me dire de faire attention quand je suis autour des policiers, de faire attention dans certaines situations, de m'habiller d'une certaine façon, de ne pas m'habiller d'une autre façon, de peur que la société, comme ils l'avaient compris, me rejetterait ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est des discours que je pense qu'on peut trouver dans plusieurs maisons. Alors moi, je vois un peu comme c'est comme ça que ça se manifeste. Une autre chose qu'on voit, c'est aussi, ça se manifeste dans l'Église. Ce que moi, je vois des fois, c'est pas la peur, mais le vouloir de juste rester avec ceux qui sont semblables. C'est de ne pas aller découvrir l'autre. Parce que c'est clair dans la parole que Dieu a créé des différences. Et on devrait aimer les différences. Par contre, souvent dans l'Église, moi c'est l'Église parce qu'on connaît ça, là, on peut voir des fois que c'est plus confortable de juste rester avec ceux qui sont comme nous. Mais non, c'est vrai qu'on peut voir ça dans plusieurs différentes situations, mais quand il y a la discrimination ou juste le manque de, comment je pourrais dire, le manque d'intérêt de l'autrui. Ça aussi, ça découle de ça, je pense. Mm-hmm. Alors, par rapport aux manifestations et conséquences, je pense que elles sont vraiment multiples. Je pense, quand on regarde dans le monde, c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que ceux qui sont racistes ou ceux qui discriminent, j'ai pas l'impression qu'ils font attention vraiment. C'est comme si ils se laissent aller, ils vont dans ces directions-là. Et alors que quand on vient dans l'Église, c'est plus subtil, la manifestation de ça. Mais quand on regarde dans le monde, évidemment, on a un peu parlé de ça, la ségrégation, l'oppression, je pense que les conséquences, on voit la marginalisation. Un groupe est mis de côté. On a parlé de dénigrement aussi. Il y a toute une souffrance aussi qui accompagne cette discrimination-là. Dans certains cas, il y a des agressions verbales, violences psychologiques qui viennent là. Patrick, tu as noté le problème d'accès à l'emploi, au logement, pardon. Moi, je rajoute l'emploi. Il y a le profilage racial. Ça se manifeste aussi de cette façon-là. Une chose aussi qu'on voit, qui peut-être a un rapport avec le racisme systémique, c'est la concentration à une classe donnée du pouvoir, du savoir, de l'expérience, des décisions, de la richesse, du bien-être ou même de certains services particuliers. Donc, juste un groupuscule de personnes qui a ça. Il y a aussi les blagues, comme Yannick, tu as mentionné envers les autres. Ces derniers temps, quand la situation a éclaté, la problématique a éclaté, on a vu une adolescente ou deux, là, si j'ai bonne mémoire, qui se sont déguisées. Hein? Donc, on voit un peu la moquerie qui est là. Mais dans l'Église, je vois que c'est plus subtil un peu. C'est moins ouvert
Et puis, j'ai une petite liste là que j'ai pu comme mettre sur place rapidement par rapport à ça. Premièrement, il y a l'exclusion ou la restriction à certains ministères, OK, ou même au leadership dans l'Église. Donc, ça peut prendre cette forme-là. Il y a aussi qu'il y en a qui sont mal à l'aise devant des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a une certaine distanciation. Ils sont mal à l'aise de venir s'asseoir à côté d'un immigrant. S'il a le choix là ou aller ailleurs, ben, il ira ailleurs, il ne viendra pas s'asseoir là, même si c'est plus pratique pour lui d'être là. Donc, on voit comme une espèce de distanciation. Évidemment, il y a le repli sur soi, hein, comme tu as mentionné, Patrick. Les communautés vont se mettre entre elles, se sécuriser entre elles. Donc, la minorité ensemble, la majorité ensemble. Mais plus subtilement encore, je vois l'indifférence, le désintérêt. On voit quelqu'un qui est de mon groupe, je suis joyeux, comment ça va, je prends soin de toi. Mais il y a un qui n'est pas dans mon groupe, c'est comme, je ne me sens même pas concerné par ce qu'il vit. Donc, c'est ça. Je pense aussi que ça crée des complexes de supériorité pour la majorité ou des complexes d'infériorité. Donc, les gens ne parlent pas. Plus subtilement encore, je vois le manque de confiance. Tu es convaincu que l'autre qui n'est pas de ton groupe, ben, il n'est pas aussi compétent pour faire la tâche, pour servir de telle ou telle façon. Il y a l'impatience, on est plus impatient envers d'autres, plus critique. Donc, en tout cas, la liste est longue, mais bon. Mais, Philippe, tout ce que tu viens de dire, moi, je pourrais, en fait, je fais l'avocat du diable. Ça peut ne pas être du racisme. Mais il y a quand même de la discrimination. Ouais, mais oui. Je pense que... Oui, vas-y. Oui, il y a peut-être une forme de discrimination parce que peur de l'étranger, peur de l'autre, mais sans avoir nécessairement une liée au racisme, liée à la race. C'est vrai. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai parlé, moi, j'ai dit, je vais parler de racisme et de discrimination. Parce que pour moi, c'est deux choses qui sont liées. Il y a un quasiment qui fait partie de l'autre, en fait. Et le raciste, il discrimine d'une manière ou d'une autre. Et ces choses-là sont là quand même, mais c'est de manière plus subtile. C'est pour ça que j'ai dit que dans l'Église, tu ne verras pas une expression ouverte du racisme comme tu le verrais, mais c'est quand même là, sous-jacent. Et puis si on veut régler, à mon sens, ou présenter des pistes de solutions, il faut explorer ces petites choses à l'intérieur qui touchent notre spiritualité, notre psychologique. Il faut toucher ça aussi. Sinon, c'est comme si on est dans le monde, et puis dans le monde, comment est-ce qu'on règle le problème de la discrimination dans le monde? Mais on fait des lois. Voilà, on dit tu dois embaucher tel quota de personnes. That's it. OK, ben tu respectes la loi, c'est correct. Mais foncièrement, ton attitude ne change pas. Le cœur ne change pas. Voilà, le cœur ne change pas. Et tout ce que je viens de parler, c'est le cœur, en fait. Et donc, pour moi, je mets tout ça ensemble, en tout cas. Voilà. Est-ce que ça aide si on dit que le racisme, c'est l'expression d'une discrimination arbitraire? Dans le sens que je peux faire preuve de discrimination dans plein de situations où ça n'a rien à voir avec le racisme. Je peux faire une discrimination envers quelqu'un parce que j'ai un préjugé juste contre cette personne-là. Je l'ai entendu parler, blanc, noir, peu importe sa couleur, peu importe son origine ethnique, peu importe sa langue. Je l'ai entendu parler, j'ai un préjugé, je vais faire preuve de discrimination envers cette personne-là. Je ne lui donnerai pas la même chance qu'à un autre, admettons. Mais ça devient du racisme lorsque ça devient arbitraire. Il y a certains codes, il y a certaines caractéristiques de la personne physique, peu importe, qui vont dicter ma discrimination. Et là, on parlerait plus de racisme, peut-être. Oui. Par exemple, et c'est là que c'est difficile, Yannick, de décoder, en fait, parce que moi, je suis convaincu, si on fait un sondage dans l'ensemble de nos églises au Québec, et on demanderait aux gens s'ils sont racistes, avec les définitions qu'on a données, 99% des gens vont dire que non. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'on doit poursuivre le remède dans l'Église. Ce n'est pas de chercher à ne pas être raciste,
mais à illustrer la puissance de l'Évangile dans la qualité de nos relations. C'est pas satisfaisant d'essayer de chasser le racisme. Il faut plutôt essayer de vivre l'accueil de l'Évangile vraiment à fond. Notre remède est dans une guérison complète de nos relations plutôt que dans chez nous, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Non, qu'est-ce qu'il y a au lieu qui est l'opposé absolu du racisme? J'ai l'impression que c'est ça le vrai remède dans l'Église. Je pense qu'une des raisons pourquoi c'est difficile dans l'Église, c'est parce que le mot racisme, il y a plusieurs personnes que, juste en entendant racisme, il y a un bloc là. Tu sais? Comme genre, comme tu es en train de me traiter de la pire chose qui pourrait exister et moi, je ne fais pas ça. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, il y a comme un lien d'identité quand quelqu'un entend racisme. Oh, tu es en train de dire que mon identité, c'est raciste, mais c'est pas ça. On est en train de dire que c'est un péché. Et je suis d'accord avec toi, Yannick, que l'Évangile nous libère pour aller vers l'autre, pour contrer ce péché-là. Sous Jésus-Christ, ce péché-là peut être enlevé de notre vie à Zoar. Mais je vois que quand on parle de racisme, plusieurs, ils mettent les gardes, ils disent « Attends une minute, moi je ne peux pas être ça, je ne peux pas être ça. » À la place de peut-être faire une introspection pour voir est-ce que c'est possible que je peux avoir certaines tendances à... J'aime la subtilité que Philippe a mentionné, d'avoir un désintérêt envers l'autre. Alors, c'est pas je l'aime pas parce qu'il est noir, mais comme je suis juste intéressé à ce qui est... Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, c'est... Et tantôt, j'ai eu un flash qui m'est venu quand je vous écoutais parler, les gars, puis j'ai dit, moi-même, des fois, il va m'arriver d'avoir cette pensée-là, mais je l'ai déjà entendu aussi, même dans l'Église, de dire, admettons, soit d'un Africain, soit mais de dire, lui, il pense comme un Québécois. Et là, ça, c'est une qualité. Là. Je viens de dire, OK, il a tellement intégré la culture québécoise que je n'ai pas à faire le bon d'aller dialoguer avec quelqu'un qui a une pensée plus africaine. Il est tellement... Je me souviens moi-même de l'avoir pensé, puis même, je pense, de l'avoir dit. À l'Église, j'ai des Africains qui pensent comme des Africains, puis j'ai des Africains qui pensent comme des Québécois. Puis mon premier réflexe, c'est d'aller dans ma zone de confort vers celui qui est moins étranger parce qu'il articule, il a su trouver les différences et lui franchit la distance et vient vers moi, au lieu que moi, je fasse l'effort de franchir la distance au nom de l'Évangile puis aller vers cette culture-là. Tantôt, je vous écoutais, puis j'ai dit, ah, tu vois, ça, c'est quand même subtil, mais c'est là. C'est là. C'est malheureux, mais c'est là. Je pense que c'est une question de, quand on parle de racisme, discrimination, c'est une question de relation. Et puis, pour moi, je ne suis pas intéressé comme ça en tant que tel aux nuances entre racisme et discrimination. Je regarde puis j'ai dit, il y a quelque chose, des relations qui sont dysfonctionnelles dans la maison de Dieu. Et puis, OK, si déjà on arrivait à régler ces petites choses-là, on ferait déjà un pas. La question du racisme se réglerait automatiquement, en fait. Ouais. Moi, il y a un passage qui m'a frappé, qui parle dans 1 Pierre, qui parle en vue d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Alors, on n'a pas besoin d'avoir les slogans du moment. On n'a même pas besoin d'avoir le Black Lives Matter, ces affaires de même pour commencer à faire. L'Évangile lui-même, la parole lui-même est assez fendante pour venir chercher le cœur de tout le monde qui la suit. Alors, mais je suis aussi très encouragé. Je te remercie, Yannick et plusieurs autres personnes qu'on a pu avoir certaines conversations. Et c'est pas juste dans le théorique. Le plus qu'on le met en pratique, j'ai été témoin, je suis témoin de ça, le plus que Christ est reflété. Et on est plus, on est gagnant, on est plus riche à la fin de ça que juste de rester dans notre confort. C'est bon, c'est bon. J'aimerais ça vous entendre sur, peut-être pour conclure peut-être cette séance sur les... Bon, il y a tellement de choses à dire, puis je pense qu'il y a d'autres discussions qui sont à venir sur les causes
de la discrimination, les pistes aussi, les pistes de solutions pour l'Église. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du le racisme inconscient. Si oui, comment vous voyez, comment vous définissez ce thème et comment vous voyez cela dans votre réalité vie d'église, d'une part. OK, je vais me mouiller un peu là. Quand je parle de racisme inconscient, c'est que c'est lorsqu'on a été conditionné de voir l'autre d'une certaine manière, puis on y agit sans même y réfléchir. Donc, on peut caser quelqu'un automatiquement, sans même, dans notre inconscient, sans même le connaître, sans même... et pour moi, ça, c'est une forme de racisme que moi, je considère extrêmement dangereux. Je dis souvent à la blague, j'aime mieux voir quelqu'un, à l'époque, quand j'étudiais quand j'étais au secondaire, j'aime mieux un skinhead, de voir un skinhead, je le sais, qu'il est là pour la suprématie blanche, c'est ça, il veut promouvoir ça, mais l'autre qui est subtil, qui agit, peut-être qui blesse et qui fait plus mal dans son inconscient, ça, c'est plus difficile parce qu'il croit qu'il ne l'est pas raciste. Mais dans sa manière d'agir et sa manière de percevoir l'autre, il l'est. Il l'est profondément. Et ça fait plus mal. Moi, ça fait plus mal. En fait, j'aime mieux recevoir un coup de poing dans la face que... je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette forme de racisme qui fait plus mal, à mon avis, quand elle est inconsciente. Et l'autre, il l'affiche, tu le sais. Mais quand l'autre est convaincu qu'il ne l'est pas, mais dans ses actions, l'est, parce que, comme je dis, c'est pas méchant de sa part. C'est souvent de manière inconsciente. Moi, je vais donner un exemple avec moi-même. Et c'est en lisant la Bible. Alors, on lit les passages d'aller vers les nations. Et c'est très clair que la Bible, quand ça parle des nations, ça parle de nous, right? Mais souvent, dans mon esprit, je pense aux personnes que j'ai vues en Afrique ou dans d'autres places, parce que c'est ça les images qui viennent dans ma tête, sans comprendre que la Bible parle de moi. Et j'ai vu ça que souvent, avec beaucoup de frères et sœurs dans l'Église, ça se fait souvent, ça. À la place de bien lire le texte, qu'on peut voir qu'il y a les nations et il y a les Juifs, you know? Quand on parle des nations, on pense à d'autres loin de nous. Alors, je ne sais pas si ça revient, mais ça, c'est comme inconscient jusqu'à un certain point, mais ça nous fait agir d'une certaine façon envers d'autres aussi, parce qu'on pense que c'est les autres qui ont plus besoin de l'Évangile que nous, genre. Alors, en tout cas, j'ai déjà vécu ça et j'ai déjà vu plusieurs frères et sœurs aussi vivre ça. Maintenant, ce n'est pas évident de soulever ça chez un frère. Right? Ça, c'est encore qui vient avec un peu le malaise que je parlais un peu avant, quand c'est pour montrer que, wow, peut-être dans ta façon de faire, mon frère, tu sais, comme tu es en train de faire les choses inconsciemment. Et des fois, ce n'est pas toujours bien reçu, mais je ne sais pas si de ça que tu parlais, Johnny, mais ça, c'est... Oui, par exemple, je vais donner un exemple. Tu sais, on peut avoir une discussion, quelqu'un, mettons, je sais pas, quelqu'un qui se présente puis il dit, par exemple, dans la conception populaire, dans l'imaginaire collectif, c'est difficile de dire que, mettons, un noir, il faut qu'il sache danser. Tu sais, un noir, il est bon au sport. C'est pas vrai. Mais dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient,
ben, les Noirs sont supposés d'être comme ça. Et même mettons, tu sais, si tu te dis, t'aimes la chimie, c'est un peu spécial. Ah ouais? Ou encore, tu étudies en génie industriel. Oh, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu perdu? Tu sais, c'est comme, ça veut dire que c'est pas normal d'aimer certaines sciences. Mais par contre, quand tu performes au sport, ça va. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Mais ça, c'est dans l'imaginaire collectif. Et ce que je veux dire, ça c'est un exemple, mais ce que comment ça se traduit tranquillement et ça s'installe, ça s'incruste dans, dans nos vies d'église. Et j'ai beaucoup aimé ce que Yannick a mentionné, je pense, Paul le mentionne dans Éphésiens 4, ce concept de remplacement, qu'il faut une manière de vaincre le racisme, c'est de le remplacer je pense que c'est un péché, et il faut le remplacer par quelque chose de meilleur, de bon. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Par exemple, lorsqu'on parle de l'hospitalité, d'accueillir l'autre, ben, c'est des choses qu'on peut faire pour remplacer. Et c'est pas juste de cesser de faire des choses, mais c'est de les remplacer par quelque chose de positif. Moi, j'ai pas beaucoup d'exemples à donner où j'ai été victime d'une forme de discrimination. Mais quand on parle d'une forme de discrimination inconsciente, je me souviens, il y a des années de ça, ça fait presque 30 ans maintenant, j'étais allé à une convention de notre association dans l'Ouest canadien. Puis on était à Vancouver et puis j'étais avec mon épouse, puis on attendait pour aller prendre le repas. Et puis on commence à jaser avec une dame. Alors à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, on commence à parler avec une dame qui avait probablement près de la soixantaine. Puis lorsqu'elle m'a entendu parler, ben, elle a deviné que je venais du Québec. Et son premier réflexe a été d'exprimer un mépris absolu, vraiment comme si c'était des imbéciles. Ces Québécois qui désiraient faire l'indépendance du Québec. Et puis évidemment, c'était absolument implicite qu'aucun chrétien québécois ne pouvait être indépendantiste. À l'époque, je ne l'étais plus, mais je l'ai été longtemps, même comme chrétien. Et donc, il n'y avait rien de consciemment méchant de sa part, mais elle prenait pour acquis plein de choses. Un chrétien francophone ne peut pas se sentir rejeté par le reste du pays. Un chrétien francophone ne pourrait pas vouloir se séparer du Canada, ça serait briser la terre chrétienne. Donc, il y a tellement d'inconscients que, en fait, mon épouse et moi, on s'est regardés puis on n'a jamais mis la question sur la table avec la dame. On est resté bouche bée, on est resté poli, mais complètement choqués de la spontanéité avec laquelle elle exprimait ça. Puis, donc, je pense que c'est un exemple de quelque chose qui est une discrimination qui est complètement inconsciente, alors qu'elle aurait simplement pu dire « Aide-moi à comprendre pourquoi il y a des Québécois qui veulent se séparer. » Exact, ouais. Ouvrir le dialogue. Ça aurait tout changé. Bon, par rapport au racisme inconscient, aux discriminations inconscientes, moi, je pense que quand on est en face d'une personne comme ça, je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il ne le fait pas méchamment. Et je pense qu'il faut lui parler, il faut lui expliquer la problématique. Et ça, c'est faire preuve d'amour. Pour que peut-être on a été blessé, mais pour qu'il ne blesse plus une autre personne. Et donc, et je pense que de toute façon, nous sommes tous victimes de discrimination inconsciente. Parce que, ben, ne serait-ce que par nos préjugés. Je pense que quand tu as parlé, Johnny, tu as présenté la situation sur le racisme inconscient, tu as développé, on voyait beaucoup la question des préjugés. Et on a des préjugés. Ben, les Noirs, ils sont bons au sport. Ben, c'est pas normal que quelqu'un étudie en génie industriel, par exemple. Donc, et je pense que pour un chrétien,
juste faire le pas, avoir le courage de rencontrer l'autre, puis de lui parler, puis de lui expliquer la problématique, c'est vraiment la chose qu'il faut faire pour que les gens grandissent et non pas se dire, oh ben, je ne vais pas le blesser. Ça, c'est pire, en fait. En tout cas, voilà. Ben, je pourrais céder le micro à Yannick. Oui, certainement, certainement. Merci, merci les frères. C'est une conversation que je trouve extrêmement agréable et éclairante. Je pense que l'Église va en profiter, la francophonie va en profiter. Puis la qualité de la conversation qu'on est en train d'avoir est déjà un beau message d'espoir sur la puissance de l'Évangile. On va avoir ce dialogue-là ensemble. Donc, je pense que c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup.